Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Je disais donc bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Les témoins annoncés pour faire la déposition contre Joseph Kabila ne viendront plus comparaître pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'ont déclaré les avocats de la République qui plaident pour la requalification de l'infraction de trahison en espionnage dans le procès contre l'ancien chef de l'État. À la une également à Kinshasa, l'opération Retour à la norme se poursuit notamment au rond-point Ngaba, mais plusieurs personnes dénoncent une injustice dans l'application des mesures. À l'international, au Zimbabwe, la récolte de blé est attendue à plus de 600 000 tonnes au terme de la campagne 2024-2025. Bonsoir à tous, je l'ai annoncé en titre, la Haute Cour militaire a rouvert ce vendredi 19 septembre 2025 le débat dans le cadre du procès opposant l'ancien président Joseph Kabila à l'auditeur général des forces armées de la RDC. En réponse aux questions des juges, les avocats de la partie civile qui avaient sollicité et obtenu cette rouverture de débat ont affirmé que les 3 témoins annoncés ne viendront finalement pas comparaître pour des raisons de sécurité. Dans leur développement, les avocats de la République ont soutenu que Joseph Kabila ne pouvait pas être jugé pour trahison, étant donné, disent-ils, pour sa nationalité, qui n'est pas de nationalité congolaise selon eux. Ils ont demandé aux juges de requalifier les faits, de condamner l'ancien chef de l'État pour espionnage. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, la sécurité reste au cœur des préoccupations. Ce matin, dans un climat ensoleillé, les bataillons Tigre récemment déployés en Ituri, ces vaillants militaires, viennent de finir leur formation spécialisée en opérations spéciales avec pour mission principale d'appuyer la police nationale congolaise dans la lutte contre la criminalité urbaine. Suivez. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, la sécurité reste au cœur des préoccupations. Ce matin, dans un climat ensoleillé, les bataillons Tigre, récemment déployés en Ituri, ces vaillants militaires viennent de finir leur formation spécialisée en opérations spéciales, avec pour mission principale d'appuyer la PNC dans la lutte contre la criminalité urbaine, avec une puissance de feu, flexibilité et mobilité de manière plus rapide et prompte contre les bandits armés, en vue de les mettre hors d'état de nuit. Nous sommes venus présenter à son excellence monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations les fruits du travail que nous avons accompli sur son instruction. Ça, c'est une réponse qu'il a voulu donner à la menace qui pesait sur la ville de Bunia, notamment faire face à la criminalité urbaine et lutter contre la guérilla. Dans la foulée, le commissaire supérieur adjoint Bebeto Pembe a lancé un appel à la sérénité tout en adressant un message ferme aux malfrats qui sèment la terreur au sein de la population. L'objectif spécifique, c'est de combattre le terrorisme et réprimander le banditisme urbain. Donc tous les composants, ils sont bien outillés, bien dotés sur matériel. Même dans les endroits où le véhicule ne peut pas arriver, mais avec nos motos, on peut arriver le plus tôt possible à intervenir en respectant les droits internationaux. Cette dynamique sécuritaire est une réponse exacte à la menace qui pèse sur l'Ituri. Nous devons en faire bon usage pour protéger notre population, a dit le gouverneur militaire au commandant bataillon Tigre. Mais si vous avez ces motos ici, vous êtes mobile, très mobile, vous êtes souple, vous êtes flexible. Et donc vous pouvez donner une bonne réponse. Donc gardez bien ces motos et vous allez opérer avec ça. Nous essayons d'adapter aussi la réponse par rapport à la menace. Entouré de son comité provincial de sécurité restreint, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjouni, a assisté à une série de manœuvres tactiques exécutées par les bataillons TIS. Ces exercices, au-delà des démonstrations de force, avaient pour but de rassurer la population et démontrer que la sécurité de personnes et de leurs biens demeure une priorité de l'administration militaire en Ituri. Signalons que depuis les déploiements du bataillon Tigre en ville de Bunia, il s'observe une baisse sensible des criminalités urbaines. Quelle est la voie
centrale, les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine 2024. C'est sous ce thème que les travaux du colloque international Chine-Afrique centrale se sont rouverts à Kinshasa en présence des représentants de 9 pays de la région d'Afrique centrale et ainsi que de la Chine. À l'issue de ce travaux, des recommandations ont été formulées pour booster l'essor de l'espace communauté économique des États d'Afrique centrale dans une coopération gagnant-gagnant avec la Chine. José Junior Owawa Eli Kabea pour le reportage. Réunis dans cette somptueuse salle du fleuve Congo Hotel à Kinshasa, ce délégué venu de par l'Afrique centrale et la Chine n'ont qu'un seul objectif. La voie à suivre pour la matérialisation en Afrique centrale, 2 acquis du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAD 2024 tenu à Chine justement. La Chine soutient fermement les pays de la sous-région dans la préservation de leur souveraineté, de leur sécurité et de leurs intérêts de développement. Grâce à la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine a apporté une forte impulsion au développement de l'Afrique centrale. Des projets phares tels que la rénovation de la route nationale numéro 1 et la rocade de Kinshasa en République démocratique du Congo, la route nationale numéro 1 en République du Congo, le port en eau profonde de Kribi au Cameroun et le stade d'Njamena au Tchad ont injecté une nouvelle dynamique au développement des pays de la sous-région. Les conseils présidentiels pour les veilles stratégiques et les bureaux du conseil spécial du chef de l'État aux ressources extérieures et suivi des projets à l'initiative de ce colloque international Chine-Afrique centrale estiment qu'il était temps de passer de paroles aux actes. La coopération Chine-Afrique centrale appelle à la promotion d'une coopération de haute qualité afin d'étirer le maximum des accords sur les partenariats économiques de développement commun. Cette coopération stipule l'émergence d'une forte synergie, non seulement entre la Chine et l'Afrique centrale, mais davantage encore, nous semble-t-il, entre les pays d'Afrique centrale eux-mêmes. Durant plus de 10 heures d'échanges axés sur des thématiques spécifiques portant sur l'interprétation de 6 propositions et des 6 partenariats lancés par le président chinois Xi Jinping au sommet des FOCAD 2024, la promotion et renforcement de la coopération stratégique stable et de qualité entre l'Afrique centrale et la Chine dans les secteurs de l'initiative et ceinture et la route, ainsi que la promotion et le renforcement de la coopération dans des domaines de l'industrialisation, de l'agriculture, de l'énergie et du commerce entre l'Afrique centrale et la Chine, le participant parvient enfin à produire ce qui sera désormais la déclaration de Kinshasa. Une prouesse saluée par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, sous le patronage duquel l'activité avait été organisée. Je ne doute pas un seul instant que les différents représentants des pays de l'Afrique centrale ici présents feront les recommandations issues des 3 sessions arrêtées et prendront soin de les transmettre aux autorités compétentes pour une meilleure prise en charge. Pour rappel, ce colloque a mis ensemble des chercheurs, des scientifiques, des acteurs économiques et décideurs politiques venus de l'Afrique centrale et de la Chine, décidés à écrire une nouvelle page dans leurs relations en renforçant leur coopération pour le bénéfice de populations de différents pays concernés. Et dans la coopération Chine-Afrique, il y a le secteur minier. Et pour ce secteur, sachez que le ministre de Mines, donc Louis Watum Kabamba, a effectué sa première visite officielle sur un site minier depuis sa nomination, choisissant ainsi Tenke Fungurume Mining, l'un des principaux producteurs de cuivre et de cobalt en RDC. Le ministre a visité les principaux sites de production, prenant connaissance des opérations et des défis rencontrés par l'entreprise, tout en appréciant l'impact économique et social de TFM. Cette visite confirme l'engagement du ministre pour un secteur minier responsable, transparent et durable, créateur de valeur pour l'État et les entreprises et les populations locales. Et pour approfondir justement ces sujets, nous avons ici sur ce plateau Dieudonné Bonali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga.
Voilà, Dieudonné Mwanali, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum, c'est spécialiste de questions minières. D'abord, dites-nous pourquoi ce choix, le choix de Kolwezi pour lancer justement ce dialogue entre parties prenantes dans le secteur minier. Il est connu de tous que la ville de Kolwezi est le chef-lieu de la richissime province d'Iloalaba. Mais il est aussi vrai que Kolwezi, c'est le principal centre minier de la République démocratique du Congo. Kolwezi est considéré à juste titre comme les coffres forts des matières premières, des métaux stratégiques tels que les cobalt, les cuivres, les lithium, les radium, essentiels pour la transition énergétique mondiale. C'est dans cette ville que se concentre le plus grand nombre d'entreprises minières en production du pays, et dont des multinationales comme Glencore et CEMOC. À Kolwezi, c'est aussi là où bat le cœur de l'économie congolaise, et cadre aussi choisi par les nouveaux ministres des Mines pour lancer les cadres de concertation avec toutes les parties prenantes. Il s'agit des opérateurs, l'État congolais et les communautés riveraines des mines de classe mondiale. Au programme, visite des mines, évaluation des retombées fiscales, économiques et sociales de l'industrie minière, protection de l'environnement et respect de la législation minière par toutes les parties prenantes. Voilà, mais Dieudonné Mwanali, quelles sont les attentes exprimées par les secteurs en général, on va dire les opérateurs, mais qu'est-ce qu'ils attendent du ministre Louis Verton? Les attentes proviennent de toutes parts, de tous les horizons, mais ici, le ministre est en face des patrons de l'industrie minière, et parmi les attentes, elles sont nombreuses, mais celles qui reviennent souvent dans la bouche des opérateurs miniers, il y a l'épineux problème du déficit électrique. Vous savez, Patrick Ilunga, les mines ont besoin de l'énergie. L'énergie, c'est le moteur du développement pour tourner, pour produire. Sans électricité, il n'y a pas de production. Sans électricité, il y a parfois arrêt des machines parce que il faut faire face au déficit, à l'étiage, à la quantité insuffisante de l'énergie envoyée aux miniers par l'opérateur national, la SNEL. L'autre problème que l'industrie minière a posé sur la table dans ces discussions, c'est l'envahissement récurrent des périmètres miniers, des concessions minières concédées par l'État congolais aux miniers. Et l'artisanat minier envahit de plus en plus les concessions minières appartenant aux mines opérées par des entreprises de renom de classe mondiale comme CEMOC qui opère TEFK Fungurume Mining. On a aussi Barrick, opérateur de la mine de Kibali. Et les exemples sont légion. Et pourtant, les codes miniers, la loi de 2018, considérée comme la Bible du secteur, a bien défini deux modes d'exploitation minière. Il y a l'exploitation industrielle et l'exploitation minière artisanale. Et chaque mode a ses concessions. On ne peut pas comprendre que les artisans quittent leurs concessions, leur territoire, leur périmètre minier donné par l'État congolais légalement, et ils franchissent les clôtures, les murs et vont faire de l'exploitation dans des concessions industrielles. Ce qui est inacceptable. Les faisans, ils créent de l'insécurité. Les faisans, ils jettent de l'opprobre aussi sur la production industrielle qui est qualifiée parfois impropre par les consommateurs internationaux. Le ministre est allé à Kolwezi, a sauté sur cette ville minière pour aller mettre de l'ordre, siffler la fin de la récréation pour avoir un secteur minier responsable, respectueux des lois de la République et de l'environnement. Objectif final,
lancer un signal fort pour une gouvernance minière responsable et inclusive, parce que, je souligne le mot inclusivité. Si les artisanaux aujourd'hui vont dans les concessions industrielles, c'est parce qu'il n'y a pas de retombées du secteur minier sur le plan social. Les populations ne sentent pas ça. Il suffit de faire un voyage entre Lubumbashi, Likasi et Kolwezi pour constater cela. Le long de la route qui traverse toutes ces cités minières, vous sentez qu'il y a la pauvreté des bidonvilles. Or, si on compare Kolwezi, Likasi, Lubumbashi à d'autres villes minières dans la région Afrique australe, vous allez voir que là où poussent des mines, il y a des villes, et au sens du mot, des villes qui naissent, pas des bidonvilles. Tout à fait. Merci Dieudonné Wanali pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc poursuivre ce journal avec un autre sujet économique. Environ 500 millions de dollars américains de la Banque mondiale disponibles pour le financement de projets gouvernement de la modernisation du tronçon routier Mbanga-Rivière-Lualaba sur la route nationale numéro 2. Pour ce faire, la cellule L'infrastructure a réuni plusieurs entreprises intéressées par le projet pour faire avancer le dossier d'appel d'offres. C'était au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. José Junior Owawa et Eli Kabea pour le reportage. Autour de responsables de la cellule infrastructure, les entrepreneurs intéressés par le dossier d'appel d'offres lancé il y a peu par cette structure du ministère des Infrastructures et Travaux Publics de la RDC visant la réhabilitation et la modernisation du tronçon routier Mbanga-Rivière-Lualaba sur la route nationale numéro 2. Tour à tour, les participants donnent leur point de vue au sujet de ce dossier d'appel d'offres en vue de son amélioration, un exercice important pour les organisateurs. Nous sommes dans le cadre du projet de développement des transports et des connectivités sous financement de la Banque mondiale, mais je rappelle que c'est un projet du gouvernement qui a comme ambition d'assurer la connectivité entre l'est du pays à partir de Bukavu jusqu'à Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la préparation du dossier d'appel d'offres pour le tronçon entre Mbanga et la rivière Lualaba et être sûr que tout le monde participe. Après analyse de ces ajouts au dossier, la cellule infrastructure devrait passer à la vitesse supérieure pour la concrétisation de ce projet. Le président de la République a comme ambition de relier l'Est au centre. Et donc la cellule infrastructure qui a reçu mandat du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics voudrait participer à cette vision du chef de l'État. C'est une chaussée qui n'est pas une chaussée ordinaire, c'est une chaussée à 2 fois 2 voies. En fait, on prépare une autoroute entre Mbuji-Mayi et Bukavu. Les entreprises qui ont encore des préoccupations vont les exprimer d'ici lundi. Et ensuite, la cellule infrastructure va finaliser les dossiers d'appel d'offres, le soumettre à la Banque mondiale pour un avis de non-objection en vue de recruter les entreprises qui effectueront les travaux. 206,3 km. Ce tronçon routier est une suite de travaux en exécution sur l'axe Mbuji-Mayi-Mbanga, effectué dans le cadre du vaste projet de relier l'Est et le centre du pays. Environ 500 millions de dollars américains sont sur la table pour une durée de travaux estimée à 36 mois, dont 6 dédiés à la mobilisation. Traversée par la rivière Lualaba, dans ce tronçon routier, la cellule infrastructure prévoit de jeter un pont de 714 mètres. D'ici la première quinzaine d'octobre, l'on pourra se faire une idée sur les débits effectifs de travaux après la liquidation de la procédure administrative. Et puis, je l'avais annoncé en titre, à Kinshasa, l'opération Retour à la norme se poursuit avec fermeté, notamment sur le rond-point Ngaba. Mais cette opération suscite de vives réactions. Plusieurs victimes dénoncent une injustice dans l'application des mesures, affirmant que certaines maisons sont détruites, tandis que d'autres, pourtant, dans la même situation, sont épargnées sans explication claire des autorités. C'est un reportage signé Myriam Likiyou.
Lancée par les autorités de la ville de Kinshasa depuis quelques semaines de cela, l'opération Retour à la norme se poursuit dans plusieurs communes de la capitale congolaise. Cette initiative vise à démolir les constructions anarchiques érigées sans respect de normes urbanistiques. Si certains saluent la rigueur de cette action, d'autres en revanche crient à l'injustice. Sur le terrain, plusieurs familles ont vu leurs habitations détruites, parfois du jour au lendemain, sans possibilité de relogement immédiat. Même si les règles avaient été suivies, les autorités n'ont pas respecté ce qui a été annoncé. Nos maisons étaient bien placées, mais ils ont dépassé la limite prévue. Ils avaient parlé des 5 mètres, mais ils ont détruit jusqu'à 10 mètres. Nous ne comprenons pas pourquoi certaines maisons ont été détruites, alors que d'autres situées sur la même ligne sont restées intactes. Nous demandons aux autorités d'agir avec équité, sans favoritisme. D'autres se plaignent de la destruction des écoles et sur la mauvaise procédure des démolitions. La douleur est profonde car nos écoles sont aussi démolies et nous n'y allons plus. Et notre formation est mise en péril. Ce n'est pas seulement la destruction en elle-même, mais surtout la manière dont elle est faite. Ils confisquent nos marchandises, certaines sont données au Koluna, d'autres jetées sans aucune considération pour notre bien. Si l'objectif de remettre de l'ordre dans l'urbanisme quinois est salué, sa mise en œuvre soulève des inquiétudes. Pour éviter tensions et frustrations, la transparence et l'équité doivent rester au cœur de cette opération. En sport, le football club Les Aigles du Congo, représentant de la RDC en Ligue des champions de la CAF 2025-2026, s'apprête à faire ses débuts dans la scène continentale. Sur le club affrontera River United FC du Nigeria ce samedi 20 septembre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa pour le match aller du premier tour préliminaire. Blaise Kozola nous en dit davantage. Place à présent à la page internationale. Au Zimbabwe, la récolte de blé est attendue à plus de 600 000 tonnes au terme de la campagne 2024-2025, selon les dernières projections formulées par le ministère de l'Agriculture. Depuis la campagne 2022-2023, où il a atteint l'autosuffisance en blé, le Zimbabwe affiche une production croissante et les projections pour la campagne de 2025 confirment cette dynamique. Blaise Kozola. Au Zimbabwe, la récolte de blé est attendue à plus de 600 000 tonnes au terme de la campagne de 2024-2025, selon les dernières projections formulées par le ministère de l'Agriculture. Cette prévision, si elle se réalise, traduirait une progression de 6% par rapport à l'année précédente et signerait un nouveau record de production pour la filière. Selon les autorités, 2000 hectares de terres agricoles supplémentaires ont été consacrés à la culture de la céréale en 2024-2025, portant la superficie totale emblavée à 122 000 hectares, alors que la consommation annuelle de blé au Zimbabwe est estimée à 360 000 tonnes par an. La récolte attendue en 2025 devrait permettre de dégager un surplus exportable de près de 240 000 tonnes. Toutes nos excuses pour cette rupture brutale de cet élément dû à un problème visiblement technique. On va poursuivre donc cette page internationale pour vous faire savoir que de janvier à juin 2025, l'État ivoirien a mobilisé 8 243 milliards de francs CFA, soit 14,77 milliards de dollars, de sources hors compte, des ressources hors compte spéciaux du Trésor.
On y observe une hausse de ressources de trésorerie qui a dépassé les recettes budgétaires et presque doublé comparativement à 2024. Damani Mujinga. Au premier semestre 2025, l'État de Côte d'Ivoire a mobilisé 4 594,5 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie en hausse de 58,6% par rapport à la même période de 2024. Selon le gouvernement, cette progression traduit une mobilisation satisfaisante des ressources et un niveau d'exécution des dépenses globalement contenu dans les prévisions. Les ressources de trésorerie regroupent les transferts des entreprises publiques, les ressources extérieures et surtout les émissions de titres publics sur le marché monétaire, financier et international. Elles constituent la part la plus importante avec plus de 3 551,8 milliards de francs CFA mobilisés au premier semestre selon la Direction générale du budget et des finances. Dans la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire concentre à elle seule 44% des financements levés, confirmant sa position d'acteur central du marché régional. Dans le détail, ces émissions comprennent 1387,4 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor par adjudication, 917,5 milliards de francs CFA des bons du Trésor, 379,3 milliards d'emprunts obligatoires et 867,6 milliards de francs CFA levés sur le marché international selon le rapport d'exécution budgétaire de la DGBF. Notons que hors comptes spéciaux du Trésor, les ressources globales atteignent 8 243,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 8 236 milliards, soit un taux de réalisation de 100,1%. Parallèlement, les recettes budgétaires ont progressé de 14,2% pour atteindre 3 649 milliards de francs CFA contre 3 195,1 milliards au premier semestre 2024. Place à présent à l'actualité vue et développée par les journaux. C'est la revue de presse de Blaise Kouzola. Bonsoir. La plupart des journaux parus ce vendredi reviennent sur le séjour du chef de l'État Félix Tshisekedi à Pretoria, en Afrique du Sud, sur invitation de son homologue Cyril Ramaphosa. Aussitôt arrivé par l'aéroport militaire Souline Congo Nouveau, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a été accueilli par la vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères Tandi Morika. Selon cet hebdomadaire, le cortège présidentiel a pris la direction du palais présidentiel Malamba Ndlopfu, où une rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État suivi d'un déjeuner de travail était prévue. Ces portails révèlent que cette visite éclair s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud, des pays liés par des accords de coopération dans le domaine politique, diplomatique, sécuritaire et économique. Dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires persistantes et une compétition autour de ressources stratégiques, précise Info 27, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer le lien bilatéraux dans le domaine politique, diplomatique, économique et sécuritaire. Ces quotidiens notent que la présence de ministres clés, comme celui de la Défense, Affaires étrangères et Finances, souligne le caractère stratégique de cette visite. Ces tabloïds signalent que Kinshasa et Pretoria souhaitent ainsi approfondir une coopération qu'elles considèrent comme un levier incontournable pour la stabilité de l'Afrique australe et le développement économique de leur nation, tout en consolidant leur influence sur le grand dossier régionaux. À ces sujets, le Phare indique que le président Félix Tshisekedi et Cyril Matamela Ramaphosa se sont entretenus pendant plus de 2 heures au palais présidentiel de Pretoria. À l'issue de ces déjeuners de travail, écrit ces quotidiens, les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration publique. Selon ces portails, leurs entourages respectifs ont toutefois affirmé que l'entretien a porté sur des sujets d'intérêt commun et stratégique. Le Phare signale également que cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération stratégique entre Kinshasa et Pretoria dans le domaine politique, économique, diplomatique et sécuritaire. En Afrique du Sud, rapporte le journal Le Quotidien, le président de la République Félix Tshisekedi est accompagné du vice-premier ministre en charge de la Défense Guy Kabongo, de la ministre d'État aux Affaires étrangères Fereska Ikwamba et du ministre des Finances Doufamba. Sur un autre chapitre, note la référence plus, le
vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Moukoko Samba a salué le rôle de la Société congolaise des industries de raffinage visant à éviter toute rupture d'approvisionnement en pétrole. En visite dans les installations de cette société à Mwanda au Congo central, a fait savoir si quotidien, Moukoko Samba a indiqué que la SOSIR est cruciale pour la RDC en raison de son rôle dans le raffinage du pétrole, la production de carburant et des bitumes essentiels pour le marché national, la réduction de la dépendance aux importations, la création d'emplois locaux et les potentiels du développement économique et industriel. En perspective, fait remarquer Africa News, la SOSIR entend consolider son rôle stratégique et moderniser ses infrastructures logistiques. Cet hebdomadaire ajoute que cette société envisage notamment le développement de la filière gaz des pétroles liquéfiés avec un doublement de capacité de stockage, l'acquisition d'une barge dédiée et des moyens de transport terrestre propres. Fin de cette revue de presse. Bon début de week-end à tous. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. Les témoins annoncés pour faire la déposition contre Joseph Kabila ne viendront plus comparaître pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'ont déclaré les avocats de la République qui plaident en même temps pour la requalification de l'infraction de trahison en espionnage contre le président, l'ancien président de la République. À la une également, vous l'avez suivi à Kinshasa, l'opération retour à la norme se poursuit, notamment au rond-point Gaba, mais plusieurs personnes dénoncent une injustice dans l'application de mesures. À l'international, au Zimbabwe, vous l'avez suivi, la récolte de blé est attendue à plus de 600 000 tonnes au terme de la campagne 2024-2025. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.